Chapitre 4 Villers. Cela faisait plusieurs jours que Val, Vinsart, Benarvel, Jules et Fenrir volaient à dos de Griffon en direction de Villers. Pour ne pas fatiguer les créatures, ils avaient pris l'habitude de se reposer la nuit dans des lieux suffisamment hauts et inaccessibles pour ne pas être dérangés. Puis ils arrivèrent enfin dans les montagnes écarlates. Il ne restait que quelques heures pour atteindre Villers et Jules eut la surprise d'apercevoir un griffon au loin, puis un autre, et encore un autre, et même un groupe de griffons. Puis ils atteignirent enfin la cité et cette fois, Jules et les autres découvrirent des centaines de griffons survolant Villers. La stupéfaction était telle que Jules ne trouva mot tandis que ses camarades restèrent émerveillés, tant par les griffons que par l'architecture de la cité située en plein cœur des montagnes. Des bâtiments gigantesques, des murs blancs et gris d'une énorme épaisseur, et des ponts robustes et des dômes de pierre qui témoignaient du génie des sculpteurs. Villers était une cité resplendissante. Pourtant, ce n'est pas à Villers que Jules emmenait le groupe, mais plus en retrait, à la ferme de son père, Serle-Apéro. À quelques mètres de se poser au sol, Serle sortit de l'écurie en courant vers ce qu'il avait deviné être son fils, ramenant les griffons. Lorsque les bêtes furent posées, Val, Ben et Vinsart descendirent tranquillement, tandis que Jules se précipita dans les bras de son père. « Alors mon fils, comment vas-tu? Tu as l'air en forme en tout cas. Tu as tant de choses à me raconter. »« Je vais bien, oui. J'ai ramené les griffons comme tu l'as demandé, et regarde, je me suis fait des amis. »« Ah, je suis fier de toi mon fils. Tu es un formidable aventurier. Et en plus, tu ramènes du monde. Mais c'est formidable. Je suis fier de toi. Est-ce qu'ils peuvent se présenter ?» Le chevalier Valdubailly prit la parole. « Je m'appelle Jacouille de Montmirail et je suis pêcheur. Voilà, je suis pêcheur de père en fils depuis 2 ans. »« Ah ouais ?» s'exclama Serle. « Ah mais c'est génial ça, j'adore le poisson. C'est vraiment trop bon. Ah j'espère que tu pourras nous faire une petite pêche un de ces 4. On pourra se faire un bon festin. Et toi, t'es qui là-bas ?» Visé par Serle, Benarvel lui répondit très simplement. « Bah moi je m'appelle Ben, je suis le sorcier du groupe. Et j'aime pas le loup. »« Ah ouais, t'aimes pas le loup ? Bah moi non plus, j'ai jamais pu le blairer. C'est une sale bête, il n'arrête pas de s'enfiler tout et n'importe quoi. J'en ai marre, j'ai mal au fion moi. »« C'est vrai qu'il sodomise tout le monde, remarqua Vinsart. »« Non, pas moi, précisa Jules. » Tandis que Fenrir essayait tant bien que mal de grimper sur un des griffons, Vinsart se présenta enfin à Serle-Apéro. « Je suis Vinsart, roi des nains et roi des magiciens. »« Roi des nains ? C'est une belle situation ça. C'est pas trop mal, chapeau !» Après ces présentations modestes, les aventuriers furent invités à partager un généreux repas concocté par leur hôte. Serle les encouragea d'ailleurs à séjourner quelques jours. Ben, Vinsart et Val ne se firent pas prier. Quelques jours de repos leur feraient le plus grand bien après leurs récentes aventures. Évidemment, Jules en profita pour partager quelques moments avec son père. Ce dernier lui résuma la situation. Ainsi, il apprit que peu de temps après son départ, un griffon était apparu. D'abord un, puis un autre, puis ils débarquèrent à Villers par petits groupes, puis ce fut une meute entière qui s'installa il y a à peine 5 jours avant que Jules ne revienne. Une heureuse situation pour les 2 éleveurs. Un matin, Serle reçut une nouvelle visite, non pas un aventurier, mais celle du maire de Villers, le comte Wavrin. Ce dernier voulait remercier en personne les responsables du retour des griffons dans sa ville. Les aventuriers s'attendaient à une récompense, mais ils furent déçus. En contrepartie, Wavrin leur proposa d'être logés et nourris aux frais de la princesse au sein même du palais. Si le chevalier, l'elfe et le nain n'hésitèrent pas longtemps, ce fut plus compliqué pour Jules, mais il fut convaincu par son père qui lui déclara devoir se rendre en ville quelques jours pour affaires. C'est ainsi que les 4 aventuriers se retrouvèrent à Villers. Ils purent enfin découvrir cette magnifique architecture de plus près. L'occasion de découvrir les murs étincelants de marbre. La faune semblait envahir ces lieux épurés avec une harmonie presque poétique. Villers était une vraie belle ville. Les premiers jours, les aventuriers se contentèrent de se balader dans les rues de la ville, profitant du paysage. Jules, qui connaissait bien les lieux, emmena Val et Vinsart à un combat dans l'arène de Villers. Benarvel avait refusé l'invitation, préférant se rendre à la bibliothèque du palais qu'il avait repérée quelques heures plus tôt. L'elfe y rencontra la responsable Cynthia. Après avoir engagé la conversation,
Cynthia révéla à Ben qu'elle était à la recherche de livres rares et qu'elle était prête à en payer le prix fort pour les acquérir. Mais pour ça, elle devait voyager et elle était condamnée à travailler dans la bibliothèque. Ben Harvel saisit cette occasion pour se débarrasser de son journal de Mickey dont il n'avait plus l'utilité. Il le revendit pour une centaine de pièces d'or. Cynthia était ravie. De leur côté, Val, Vinsart et Jules assistèrent à un terrible combat entre le redoutable Poinlacier en short rouge face à Danny le Petit Coq en short bleu. Ils furent très étonnés en découvrant que les combattants étaient des humains de petite taille, encore plus petits que Vinsart. Val misait presque tout ce qui lui restait de pièces d'or sur la victoire de Poinlacier. Jules misa également sur Poinlacier en se limitant qu'à une trentaine de pièces d'or. De son côté, Vinsart tenta un petit pari sur Danny le Petit Coq. Le combat fut bref mais violent, et ce fut finalement Poinlacier qui remporta la victoire de peu. Val était passé tout près d'être à sec, mais il se retrouva finalement avec un pactole de plus de 200 pièces d'or. Jules de son côté fit une petite affaire également, à l'inverse de Vinsart, mais l'archer avait pris soin de conserver un bon paquet de côté. Le lendemain, c'était jour de marché. L'occasion pour nos aventuriers de se débarrasser de quelques vieilleries et pourquoi pas acheter quelques nouveaux équipements. Val s'offrit quelques légumes et une miche de pain auprès d'un épicier pour combler une éventuelle petite faim. Jules et Ben Harvel s'achetèrent chacun un arc sylvain. Vinsart opta pour une épée de chevalier. Le nain et le dresseur se débarrassèrent chacun d'armes qu'ils se traînaient depuis trop longtemps. À leur retour au palais, Ben Harvel s'éclipsa de nouveau à la bibliothèque afin de revoir la charmante Cynthia. Mais comme il n'avait cette fois plus de livres à lui revendre, la discussion tourna court. Les trois autres aventuriers retrouvèrent Serle de passage au palais. Les quatre hommes partagèrent un excellent repas, concocté encore une fois par le doyen. Pendant le repas, Serle parlait et les autres écoutaient. « Depuis que le dragon a détruit une grande partie de ma ferme, il m'est devenu difficile de répondre aux attentes de mes clients. Ces griffons que vous m'avez ramenés sont une bénédiction, mais j'ai peur qu'il soit trop tard. Mon rival Federico, qui tient le ranch côtier, a récupéré une grosse partie de ma clientèle avec ses chevaux et c'est lui maintenant qui dirige le marché. Les gens sont beaucoup plus rassurés par les chevaux que par les griffons. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous ne pouvons rien y faire. » Jules était forcément touché par le récit. Val et Vinsart étaient bien trop occupés à se goinfrer pour y prêter une réelle attention. Ils passèrent néanmoins une bonne soirée, animés par les récits d'un Serle ravi et blagueur. Quelques jours plus tard, les quatre aventuriers s'étaient renseignés sur l'Assemblée de la Terre. Une association? Un culte? Ils l'ignoraient. Même Jules. Ils en avaient simplement entendu parler au marché au point d'attiser leur curiosité. Aussi, l'Assemblée de la Terre organisait une réunion ouverte au public. Ils décidèrent de s'y rendre. Ils se retrouvèrent dans une gigantesque salle, composée d'une scène en contrebas, entourée de gradins où ils finirent par s'asseoir, comme des centaines de personnes venues assister au spectacle. Après de longues minutes d'attente, un homme entra sur scène et réclama le silence qu'il obtint rapidement. Puis il s'exclama. Il fait 1,85 m, il pèse 90 kg, musclé, présent du lundi au dimanche pour l'aventure, amoureux des femmes de forme et des femmes en bonne et due forme, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Grindelwolf. Tout d'un coup, le public qui restait stoïque s'emballa soudainement, des hurlements et des applaudissements. Tout le monde s'était levé quand l'homme quitta la pièce pour laisser place à une toute autre personne, bien plus charismatique. Habillé d'un costume 3 pièces, caché par un large manteau élégant, un visage ferme reconnaissable par ses yeux de différentes couleurs et une moustache blonde de la même couleur que ses cheveux courts hérissés vers le haut. Tandis que le public scandait son nom, « Grindelwolf! Grindelwolf! Grindelwolf !» Il leva les mains et tout le monde se tut. Ben Harvel n'en revenait pas. Val se retenait de rire. Puis Grindelwolf prit la parole. « Mes chers amis, admirateurs et contributeurs, bienvenue à cette nouvelle assemblée. Je suis Grindelwolf et si vous êtes venus me voir aujourd'hui, qui que vous soyez, c'est que vous craignez pour vos vies. Et comme je vous comprends, je suis un homme terre à terre et en tant que tel, je reste au sol. Et que font-ils, les dirigeants de cette ville, qu'ils ont rebaptisé sans vergogne Villers ? Si ceci n'est pas une tentative de meurtre massive, je ne vois pas ce que c'est, n'est-ce pas? Et puis, quelle autre preuve pouvait-on avoir que ces centaines de griffons qui s'amassent depuis des semaines dans nos rues? Ne voyez-vous pas qu'ils s'installent sournoisement, jouant de leurs regards espiègles pour mieux nous tromper? Et dès demain, ils nous attaqueront, dans le dos, puis en bande organisée.
et ils nous expulseront de nos maisons. Non, je refuse de me laisser faire par ces créatures de l'enfer. Nous sommes des hommes, des êtres supérieurs, et nous ne nous laisserons pas faire. Que tous ceux qui veulent me suivre hurlent avec moi. Allumez le feu! Allumez le feu! Et voir brandir la flamme dans nos yeux! Sur ces belles paroles, Grindelwolf quitta les lieux, laissant le public chantant en chœur aux mains de 2 percepteurs réclamant des pièces d'or aux éventuels donateurs. Ni Jules, ni Vinsart, ni Ben Arvel ne donnèrent quoi que ce soit. En revanche, amusé par le personnage, Val accepta d'offrir non pas de l'argent, mais un paquet de lentilles qu'il avait acheté sur le marché. « Faites-en bon usage », dit-il avec conviction. Plus tard, alors qu'ils assistaient à une course de poneys, ils apprirent l'ouverture du salon de l'érotisme qui ouvrirait le lendemain. Vinsart était très motivé par l'idée. Il espérait d'ailleurs y croiser Cynthia, la bibliothécaire. Val et Jules étaient également ravis. De son côté, Ben Arvel en avait cure. L'elfe était beaucoup plus intrigué par la profession du Père Noël. Ces 2 activités commençaient très tôt le matin, alors les 4 aventuriers rentrèrent vite se coucher. Le lendemain matin, Val, Vinsart, Jules et Ben Arvel s'étaient levés de bonne heure. Tandis qu'ils se préparaient pour leurs activités respectives, ils furent interrompus par le comte Wavrin, alerté, qui conjura les aventuriers de le suivre. Ils acceptèrent évidemment. Alors Wavrin emmena le groupe dans une petite ruelle isolée près de la place. Ils se frayaient un chemin à travers une foule de badauds, puis informa 2 gardes de laisser passer les aventuriers qui se retrouvèrent sur une scène de crime. Un homme gisait au sol, mort, marqué par d'immenses griffures sur le corps. Wavrin prit la parole. Il a été découvert ce matin par un homme qui s'en allait travailler. D'après les circonstances, il semblerait qu'il ait été abattu par un griffon. Je vous demande d'enquêter sur ce meurtre. Est-ce qu'on sera payé ? Se risqua Vinsart. Mais je vous le demande comme un service. Après tout, dois-je vous rappeler que vous êtes nourri et logé ? Sinon, je peux toujours vous expulser du palais. Bon c'est d'accord, nous acceptons de vous aider. La nouvelle équipe d'enquêteurs de fortune avait 2 choix. Inspecter le corps de la victime ou interroger le témoin. « Moi, je vais interroger le corps du témoin », plaisanta Val, ce qui fit marrer tout le monde. « Moi, c'est par intérêt que j'inspecte le corps », tenta de plaisanter cette fois Vinsart, qui n'eut pas le même succès. Puis Jules donna son avis. « Il serait plus intéressant d'abord de questionner le témoin parce qu'après il peut oublier des choses, et ensuite inspecter le corps. » Après réflexion, il fut décidé qu'ils inspecteraient le corps en priorité. Il s'agissait d'un homme d'une 30aine d'années, torse nu, plutôt musclé. Ils découvrirent sur le torse de la victime d'impressionnantes traces de griffes qui perforaient la poitrine. Dans ses poches, ils trouvèrent des pièces d'or, écartant la thèse du vol qui aurait mal tourné, ainsi qu'un document estampillé MPE, qui signifiait Mouvement pour l'environnement. Ne trouvant rien de plus pertinent, ils allèrent interroger le témoin. Ce dernier s'appelait Bruno. Bruno est né à Villers, fils de Corinne et Patrice qui étaient propriétaires d'une épicerie réputée. Il avait grandi dans un milieu modeste et destiné à reprendre le commerce de ses parents. Villers était une ville prospère et moderne. Bruno eut la chance d'aller à l'école. Il y apprit les rudiments du commerce. S'il était studieux, Bruno avait pourtant un rêve, celui de vivre d'incroyables aventures comme les personnages de ses romans. Mais ses parents le sommaient d'abandonner cette idée farfelue. Ils avaient besoin de lui pour reprendre l'affaire familiale. Un jour, tandis qu'il aidait son père à l'inventaire du magasin, il rencontra Laetitia, une jeune femme qui pénétrait dans l'épicerie pour la première fois. Bruno sentit son cœur s'emballer, mais il ne put que bredouiller quelques mots. Par chance, elle revint, et plusieurs fois d'ailleurs. Elle semblait s'intéresser à Bruno qui n'osa pas l'inviter à dîner. Mais il prit finalement son courage à 2 mains et lui proposa une soirée au restaurant Le Cochon Divin. Elle l'accepta. La soirée fut merveilleuse et Bruno finit par pécho. Laetitia et Bruno s'aimèrent et formèrent un couple soudé. Quand Patrice mourut, Bruno reprit l'épicerie en main et vint s'installer dans la maison de sa vieille mère pour pouvoir s'occuper d'elle. Corinne ne tint pas longtemps plus. Laetitia et Bruno étaient maintenant les propriétaires de l'épicerie. Pourtant, Bruno n'était pas heureux. La routine l'ennuyait tellement et il pensait tous les jours à claquer la porte et partir découvrir le monde. Ce matin-là, ils découvrirent le corps de Stanislas, le poissonnier du marché. Il avait alerté la garde et maintenant il avait affaire à de véritables aventuriers. L'occasion était trop belle pour ne pas la rater. Il devait les accompagner. Après avoir transmis toutes les informations sur Stanislas, la fameuse victime, il demanda aux aventuriers d'intégrer leur groupe.
car c'était son plus grand rêve. Ils refusèrent catégoriquement. Puisqu'il est là, il peut repartir maintenant, déclara Vinsart. Je propose qu'on le tue, dit Val. Qu'il paye son entrée, lança Jules. Séduit par l'idée, Val surenchérit. C'est une secte, faut participer, faut cotiser. Après, on va être gentil, je ne sais pas combien t'as d'oseille, mais on va tout prendre. Et si sa femme est mignonne, elle aussi, lança à nouveau Jules. Après s'être longuement moqué du cas de Bruno, les aventuriers finirent par l'accepter en tant que stagiaire. Le groupe devait maintenant réfléchir à une piste. Au vu des derniers événements passés ces derniers jours, Jules avait plusieurs idées. Il soupçonnait dans un premier temps Frédérico Cotier, l'éleveur de chevaux qui devait certainement s'inquiéter du retour des Griffons pour son commerce. Ensuite, il pensait à Ridenwolf, l'homme exubérant de l'Assemblée de la Terre qui s'en était pris aux Griffons dans son discours enflammé. Et peut-être même que Ridenwolf a été payé par Frédérico Cotier pour mettre à mal le commerce de mon père. Jules persuada tout le monde de se rendre tout d'abord au ranch Cotier. À leur arrivée, ils furent accueillis par Frédérico. Ce dernier s'empressa rapidement de leur proposer des locations de chevaux à 1000 pièces d'or. Jules coupa court au marchandage et demanda expressément ce qu'il faisait la nuit dernière. Bah, j'étais chez moi. Je dormais tranquillement avec ma femme. Pourquoi ? Votre femme pourrait-elle nous le confirmer ? Oui, je l'atteste, déclara justement une femme qui venait de surgir d'une étable. Que lui voulez-vous à mon mari ? En aparté, Jules déclara à ses compagnons qu'elle était sûrement dans le coup, ce qui fit réagir Ben Arvel. Dans le doute, on bousille les deux. Frédérico exigeait une explication. Nous avons découvert le corps d'un poissonnier du nom de Stanislas. L'homme a été tué. Choqué par la révélation, Frédérico déclara ne pas connaître de Stanislas. Val proposa à Jules d'évoquer les traces de griffes, mais Jules préféra s'abstenir. Nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse de griffons, dit-il. Mais comme il n'aime pas ça, répondit Ben Arvel, il pourrait peut-être nous donner une piste. Ah, est-ce que ça va être une vraie piste ? Ou alors, il a fabriqué une arme en forme de griffes de griffon pour les faire accuser. Car moi je connais mon père et je sais qu'il ne lâcherait pas un griffon sur le petit peuple. Deux hommes débarquèrent, visiblement des employés du ranch. Jules voulut les interroger, mais c'est Val qui le prit de vitesse. « Est-ce que c'est vous les tueurs ?» Les deux hommes se regardèrent sans n'y rien comprendre, et lâchèrent de concert un « Quoi ?» Ben réexpliqua l'affaire de meurtre aux deux hommes qui déclarèrent ensuite avoir passé la nuit à dormir, épuisés par le travail. Les aventuriers se trouvèrent dans l'impasse. Ils demandèrent à Bruno s'il n'avait pas une idée ou une question à poser. Non, pas spécialement. On a bien fait de le prendre, déclara Jules. Ouais, un mec utile, ça, renchérit Val. Le chevalier se rapprocha de Bruno et lui tint quelques paroles. Écoute, Bruno, si tu veux faire partie de l'équipe, il va falloir que tu fasses tes preuves. Il faut que tu leur mettes la pression. Non, c'est pas possible, franchement. Ça va, prends des risques dans la vie. Je te demande pas non plus de les cogner. Tu peux leur mettre la pression psychologiquement. Non plus, non. Mais c'est pas possible. Bon, je vais le faire moi-même. Le chevalier attrapa Bruno par le col et lui colla 36 baffes. L'épicier retint son souffle jusqu'à la fin de cette torture et resta choqué. Val se tourna vers les deux employés et leur conseilla de tout révéler s'ils ne voulaient pas subir le même sort. Les deux hommes apeurés ne déclarèrent rien de plus, si ce n'est qu'ils avaient eu vent que le coupable du meurtre était un griffon. « Vous devriez plutôt rendre visite à Serre Lapéro, dit Frédérico. S'il y a un responsable des griffons dans cette ville, c'est bien lui. » Les aventuriers n'eurent pas d'autre choix que de quitter les lieux. Mais alors qu'ils abandonnèrent Frédérico et les siens, Ben Arvel se rappela du tract retrouvé dans la poche de Stanislas. Il mentionnait le MPE, soit le mouvement pour l'environnement. Les aventuriers tenaient là une nouvelle piste. Ils s'y rendirent. Sur place, ils furent accueillis par une secrétaire qui répondait au nom de Chantaly. Après les avoir salués, elle réclama une raison quant à la venue des aventuriers. Jules prit la parole. « Il y a un maraud qui s'est fait estourbir dans la rue d'à côté. Et il avait un papier avec l'inscription MPE dessus, ajouta Ben. Il se nomme Stanislas. Et nous avons retrouvé des traces de griffons sur son corps. » D'abord choqué, Chantaly s'effondra en larmes. Les aventuriers lui laissèrent quelques instants pour digérer la nouvelle. Quand elle reprit ses esprits, elle expliqua au groupe que Stanislas était un membre éminent du MPE, très agréable et fédérateur. Elle avoua avoir du mal à concevoir qu'un griffon était responsable tant elle considérait ces animaux comme pacifiques, bien qu'elle s'inquiétait de leur prolifération depuis plusieurs semaines à Villers. « Que signifie le MPE que vous dirigez » demanda Jules. « Il s'agit du mouvement pour l'environnement, répondit Chantaly.
Nous nous efforçons de protéger la faune et la flore du mieux que nous le pouvons. Nous essayons de limiter l'esclavage d'animaux et de préserver les espèces sauvages. Ben avait une autre question. Vous avez une idée de ce que faisait Stanislas de si bon matin en pleine rue? Il devait certainement se rendre au marché pour préparer son étalage de poissons. Où habite-t-il? Demanda Jules. Il n'habite pas très loin. Laissez-moi vous indiquer sur une carte. Les aventuriers savaient maintenant où Stanislas vivait. Bruno lui demanda ensuite si elle connaissait quelqu'un susceptible d'en vouloir à Stanislas, mais Chantalet n'en avait pas la moindre idée. Les aventuriers remercièrent la jeune femme avant de prendre congé. Direction la maison de Stanislas. Les aventuriers se rendirent dans un quartier pauvre de Villers. Les indications de Chantalet étaient plutôt précises. Ils trouvèrent rapidement la maison de Stanislas. Elle était dans un état pittoresque, à 2 doigts de s'effondrer, comme toutes les maisons du coin. Celle de Stanislas était cependant vide et silencieuse. Une fois à l'intérieur, le groupe trouva une lettre d'invitation adressée à Stanislas pour une représentation théâtrale de la pièce Les ailes de l'enfer. La lettre était signée de Grindelwolf. Puis Bruno trouva un bon de commande toujours destiné à Stanislas qui provenait cette fois du ranch côtier. Jules percuta immédiatement. Bizarrement, Federico ne le connaissait pas. C'est exactement ce que je me disais, répondit Benarvel. On aurait dû le frapper bien fort. Val, Vincent et Bruno restèrent sans voix. Je pense que nous devrions aller au théâtre, conseilla maintenant Jules. Nous pourrions amasser de nouvelles informations. Ouais, ça peut être intelligent, dit Val. Mais j'ai hâte qu'on retourne au ranch, qu'on le tabasse les autres. Jules et Val obtinrent l'adhésion du groupe, mais comme la nuit tombait, ils retournèrent au palais afin de s'y reposer. Ils allaient évidemment reprendre les recherches dès le lendemain. Et le lendemain, les aventuriers décidèrent sous l'impulsion de Jules de se rendre au théâtre de Villers, propriété de Grindelwolf. Mais avant leur départ, Wavrin vint les prévenir qu'un nouveau meurtre avait été commis et la victime n'était autre que Chantalet, la jeune femme du MPE. Les aventuriers comprirent qu'ils devaient agir vite car le temps leur était compté. Après une courte réflexion, ils estimèrent que se pencher sur le cas de Chantalet leur ferait perdre trop de temps alors qu'ils avaient déjà quelques pistes. Ils décidèrent donc, comme c'était prévu, de se rendre au théâtre. Sur place, ils découvrirent les acteurs en pleine répétition de la pièce Les ailes de l'enfer. La scène jouée présentait des villageois de Villers attaqués par des griffons malfaisants. Les griffons étaient également joués par les acteurs. Ils portaient à cette occasion des costumes noirs avec d'immenses becs et des griffes attachées aux mains d'une longueur identique aux griffes des griffons. Ben Arvel et Jules repérèrent immédiatement les fameuses griffes et supposèrent qu'ils avaient été l'arme du crime. Et ne s'aperçurent pas, tout comme le reste du groupe, que Grindelwolf les observait dans leur dos jusqu'à ce qu'ils se manifestent finalement en applaudissements généreusement. Waouh, waouh, waouh! Mais quel honneur! Les célèbres aventuriers de Villers en visite dans mon théâtre! Waouh, waouh, waouh! J'ai une chance incroyable aujourd'hui! Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Quel plaisir vous amène? La pièce, j'espère. C'est une œuvre que j'ai écrite intégralement. J'imagine que vous avez des questions à me poser. Vous voulez connaître mon secret? Je vous répondrai à une condition. Accompagnez-moi au carré VIP. Il y a un bar qui sert les meilleurs cocktails de la ville. Alors? Les aventuriers se regardèrent et acceptèrent l'invitation. Ils se retrouvèrent dans une pièce très luxueuse, composée de nombreux canapés en cuir rouge. Un bar en retrait proposait des cocktails à quelques grandes pontes de l'aristocratie de Villers. Grindelwolf s'installa sur un des canapés et invita ses hôtes à faire de même. Nous avons créé une nouvelle recette de rhum à base de bananes et cannelle. Je vous encourage à le goûter. Aussitôt dit, aussitôt fait, une serveuse apporta 6 verres pour chacun des hommes. À la vôtre, déclara Grindelwolf. Vous êtes au courant pour la mort de Stanislas, le prisonnier du marché? Demanda subitement Bruno. Les aventuriers furent stupéfaits de l'absence de tact de Bruno. Grindelwolf, qui s'apprêtait à boire son rhum cul sec, reposa le verre afin de répondre à Bruno. Il sembla touché par la question. Oui, j'ai appris le décès de Stanislas. Je ne le connaissais pas, mais cela m'émeut fortement comme vous pouvez l'imaginer. J'ai appris, certainement comme vous, que le pauvre homme a été attaqué par un griffon. Et malheureusement, cela ne me surprend pas. Voilà un moment que je dénonce le caractère malfaisant de ces créatures. Et je crois que nous en avons eu la preuve. Que savez-vous de plus? Demanda encore Bruno. Je ne fais pas partie de la garde, mon ami. Et je serai un piètre enquêteur. Vous savez, je passe mes nuits au théâtre pour superviser la pièce alors. Les seules informations que j'ai sont les mêmes que vous avez. Les rumeurs, les bruits de couloir et les commérages.
Pourrait-on voir vos comédiens demanda cette fois Jules. Les acteurs sont en plein travail. Je vous prierai de ne pas les déranger. Ils ont une représentation importante ce soir. Comment vous avez créé ces costumes de griffon demanda maintenant Benarvel. Alors ça, mes amis, c'est une grande fierté. Je n'ai évidemment pas pu me servir des plumes de ces griffons. J'en ai bien trop peur. Alors je me suis servi sur des corbeaux et j'ai agrandi leurs plumes par un procédé chimique révolutionnaire. Et les griffes, comment sont-elles faites? Eh bien, vous avez raison d'en parler, cher elfe, car nous avons justement un accessoire ici. Il fit signe à la serveuse qui s'approcha avec l'une des fameuses griffes. J'ai conçu moi-même cet objet. Je l'ai appelé la griffe d'Envald. Elle reproduit très fidèlement les griffes de griffon. Mais nous les avons quand même allongées afin que le public du fond puisse les discerner sans avoir à plisser les yeux, vous imaginez bien. On imagine, oui. Mais rassurez-vous, elles sont inoffensives. Elles ont été sculptées dans du bois émoussé. Elles n'ont rien de pointu et tranchant. Ce n'est qu'un accessoire, certainement pas une arme. Un homme s'approcha de Grindelwolf et lui glissa quelques mots. Ce dernier s'excusa auprès des aventuriers car il avait une affaire à régler et les invita à profiter un maximum du carré VIP avant de prendre congé. De retour au palais, Jules emmena ses camarades en direction des appartements de son père. Serle était ravi de revoir les aventuriers. Il leur offrit à chacun une veste polaire en plume de griffon. Puis, comme Bruno était nouveau, il lui offrit celle qui s'était faite pour lui. « Ne t'en fais pas, lui dit-il. J'ai de quoi m'en faire encore une dizaine. » Les aventuriers remercièrent Serle, puis lui demandèrent des informations sur Stanislas. Stanislas, je le connaissais brièvement. Il m'arrivait de lui acheter du poisson, mais nous n'avons jamais pris la peine de discuter en dehors de ça. « Et que pouvez-vous nous dire sur les griffons » demanda Benarvel. « Les griffons sont des créatures nobles. Ils ne se nourrissent que de petits animaux et de fruits. »« Il était petit, Stanislas, non » s'interrogea Ben. « Il ne s'attaque jamais aux humains, à l'exception de se défendre contre ces derniers s'ils se montrent violents. Peut-être que Stanislas aurait agressé un griffon ? Ce serait étonnant. » Après un moment de réflexion, Serle reprit la parole. « C'est peut-être un complot fomenté par Frédérico Cotier ou Grindelwolf. Je ne vois pas qui d'autre à part eux en aurait après les griffons. C'est ce qu'on pense depuis le début, déclara Benarvel. Mais ça ne nous aide pas beaucoup. » Voyant que les aventuriers faisaient du surplace dans une impasse, Dimitri Lisfer, le narrateur d'histoire, prit les choses en main et leur conseilla de réunir tous les indices et témoignages qu'ils avaient amassés depuis le début de l'enquête et de bien réfléchir ensemble. Sur le corps de Stanislas, ils avaient trouvé le tract du MPE puis les lacérations sur le torse de la victime. Au ranch côtier, Frédérico Cotier déclara ne pas connaître Stanislas. Au siège du MPE, ils découvrirent que Stanislas en était un membre et obtinrent au passage son adresse. Chez lui, ils découvrirent un bon de commande du ranch côtier et une lettre d'invitation au théâtre signée par Grindelwolf. Au théâtre, Grindelwolf exprima sa haine envers les griffons en déclarant ne pas connaître Stanislas, puis il exposa la griffe d'Envald, accessoire théâtral reproduisant finalement les griffes de griffon. Griffon qui, selon Serle, ne se montrait agressif qu'en cas de danger. Avec toutes ces informations, Vinsart fut le premier à s'exprimer. « Moi je pense que Grindelwolf connaissait Stanislas et a planqué les costumes de griffon. »« Moi je pense que Grindelwolf connaissait les costumes de griffon et a planqué Stanislas, » lui répondit Val. « Moi je pense qu'il a été engagé par le gars du ranch côtier pour tuer Stanislas, » théorisa cette fois Jules. Et puis l'autre a pris une griffe de son théâtre pour le zigouiller. Mais au moment de prendre une décision de la prochaine marche à suivre, chaque aventurier resta silencieux, ne sachant pas quoi faire. Dimitri Lisfer prit à nouveau la parole. « Vous avez des éléments de l'enquête dont vous ne vous servez pas depuis le début. » Grindelwolf a dit qu'il ne connaissait pas Stanislas, mais il l'a invité personnellement à sa pièce, clama Benarvel. « C'est bien d'y penser maintenant, » ironisa cette fois le narrateur. « C'est un peu tard, mais effectivement, ouais. Surtout que vous aviez la lettre écrite de sa main. Bon, maintenant j'arrête de vous aider parce que j'en ai marre. » Les aventuriers décidèrent donc de retourner au ranch côtier. À leur arrivée, ils aperçurent au loin Frédérico qui, voyant les aventuriers, se précipita dans sa demeure. Quelques secondes plus tard, ses deux employés en sortirent. Bruno tenta de calmer le jeu. « Calmez-vous les mecs, on va parler tranquillement, pas de soucis. On veut juste récupérer quelques informations. » Les deux hommes, pourtant prêts à en découdre, coopérèrent sans résistance. Ils réclamèrent simplement la raison de leur présence. Vinsart leur répondit. « Laissez-nous enquêter nous-mêmes !»« ok, on repart travailler alors. » Et les deux hommes s'en allèrent. Les aventuriers se retrouvèrent maintenant face à Frédérico, l'air résigné, qui se trouvait sur le pas de la porte. « Je connaissais Stanislas, déclara-t-il. C'est un homme véhément, très à cheval sur ses principes. Il m'a ordonné plus d'une fois de relâcher mes animaux. Vous vous rendez compte ?
C'est plutôt stupide de la part d'un poissonnier. Je lui ai fait la remarque la dernière fois que je l'ai vu et il s'est emporté. Alors nous nous sommes battus et c'est son apprenti Bran qui nous a séparés. Comment ça se fait qu'on apprend son existence que maintenant, lui s'étonna Ben Arvel. Également étonné, Frédérico Cotier apporta quelques précisions sur Bran. Bran est un orphelin qui travaillait pour Stanislas. C'est un bon garçon qui travaille bien. Et où peut-on le trouver, ce Bran demanda Ben Arvel. Certainement à l'orphelinat. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit la première fois? Écoutez, ma dernière rencontre avec Stanislas s'était soldée par une bagarre. J'avais tout simplement peur qu'on m'accuse pour un crime que je n'ai pas commis. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas être cité dans cette affaire. Cela pourrait nuire à mon commerce. Les aventuriers comprirent le ressentiment de Frédérico et puis, sans preuve, ils ne pouvaient pas vraiment l'accuser de quoi que ce soit. De plus, ils avaient découvert une nouvelle piste en la personne de Bran. Ils décidèrent de se rendre à l'orphelinat, mais en chemin, ils se retrouvèrent devant l'Assemblée de la Terre. Ils s'autorisèrent un petit détour. Ils toquèrent à la porte sans réponse. Les aventuriers réfléchirent à une solution pour entrer. Ils repérèrent une fenêtre entrouverte un peu plus haut. Autour d'eux, la rue était déserte. « Lançons le nain par la fenêtre !» proposa Ben Arvel. Val, Jules, Bruno et Ben regardèrent tous Vinsart, non sans une certaine délectation. Vous êtes sûr? Il y a peut-être une meilleure solution, je pense. » Mais face à l'insistance de ses camarades, le nain finit par accepter son sort et il fut décidé que c'était Jules qui le lancerait. Vinsart s'agrippa au bras de Jules. Le dresseur se concentra sur son objectif. Puis il propulsa son bras en l'air et Vinsart fut projeté pile dans l'entrebâillement de la fenêtre. Il serra les bras et les jambes et passa comme une lettre à la poste, sans toucher les bords, et parvint à se stabiliser sur les pieds à l'intérieur du bâtiment. L'archer ne perdit pas de temps et fonça à travers le couloir qui l'emmena jusqu'à la fameuse scène où il avait écouté le fameux discours de Grindelwolf. Un peu plus loin, il repéra deux portes. Il ouvrit la première et tomba dans une salle de presse. Des machines à l'arrêt qui servaient à imprimer des affiches de propagande. Quelques papiers traînaient par terre et l'un d'eux attira son attention puisqu'il y reconnut le sceau de l'orphelinat. Le reste de la lettre était cependant indéchiffrable. Vinsart quitta la pièce pour se rendre à la suivante, mais elle était fermée. Il aperçut alors une plaque sur la porte qui disait « Sans voix, il crie. Sans ailes, il voltige. Sans dents, il mord. Sans bouche, il murmure. » Vinsart, malgré son intelligence, était incapable de déchiffrer cette énigme. Après quelques instants sans idée, il décida de quitter les lieux. Il repassa par la fenêtre avec un petit seau réceptionné par Jules. « Alors, qu'as-tu trouvé ?» demanda le dresseur. « Ben, il y a une porte, mais elle est fermée. Il doit y avoir un mécanisme qui s'enclenche quand on donne la bonne réponse à l'énigme. »« Une énigme ? Quelle énigme ?»« Ça dit, sans voix il crie, sans œil il voltige, sans dents il mord, et sans bouche il murmure. »« Bah, c'est le vent !» hurla Jules. « Ah bon ? T'as jamais regardé Harry Potter ou quoi ? » ?»« Il y a cette énigme dans Harry Potter ?» s'étonna Vinsart. « Non, c'est dans le Hobbit » rectifia Ben Arvel. « C'est vraiment pas possible, s'emporta Val. Il sert vraiment à rien, ce nain. »« Bon, bah, allez, je le relance, » déclara Jules. Jules se concentra à nouveau pour ce second lancer de Vinsart. Il observa la fenêtre comme la première fois et propulsa son bras. Mais le dresseur fut pris d'une crampe si intense à l'épaule qu'il lança Vinsart maladroitement. Ce dernier fut projeté tête en avant à quelques centimètres en dessous de la fenêtre et s'explosa le nez contre le mur avant de retomber sans aucune dignité. « Ah, j'ai chopé une crampe !» s'alerta Jules, bien plus préoccupé par son épaule que pour Vinsart. Le nain était complètement sonné au bord de l'inconscience. Heureusement pour lui, Ben Arvel possédait des potions soins et il en prodigua une à Vinsart. Quelques instants plus tard, il retrouva toute sa forme. Le reste du groupe réfléchit à une nouvelle stratégie et c'est Jules, remis de sa douleur, qui proposa une nouvelle idée. « On n'a qu'à se monter les uns sur les autres pour faire une tour, et le dernier n'aura qu'à grimper par la fenêtre. » L'idée fut validée par l'ensemble du groupe. Cela rassura Vinsart qui ne voulait pas être projeté encore une fois. Ben Arvel essayait de porter Bruno sur ses épaules, mais l'épicier peinait à tenir l'équilibre et son poids devenait difficilement supportable pour l'elfe. Finalement, ils abandonnèrent toute tentative. « Il est vraiment bon à rien ce Bruno, la Chaval. »« Bon, » commença Vinsart, « on n'a qu'à refaire un lancer de nain. » Les aventuriers s'étonnèrent de la décision de Vinsart, mais n'insistèrent pas pour le dissuader. Jules l'attrapa et le projeta à nouveau en direction de la fenêtre. Aucune douleur ressentie. Vinsart glissa dans l'entrebâillement de la fenêtre comme la première fois. Il se précipita vers la porte scellée. Il relut l'énigme. Sans voix, il crie.
Sans ailes, il voltige. Sans dents, il mord. Sans bouche, il murmure. Et souffla sur la porte qui s'ouvrit comme par magie. Il découvrit un bureau plutôt cossu, sans doute le bureau de Grindelwolf. Il fouilla toute la zone, mais le bureau était clean et la plupart des tiroirs fermés à clé, sauf un où il trouva parmi un tas de papiers un bon de commande de la forge d'Alan. Vincent reconnut via un croquis que la commande concernait un objet très semblable à la griffe d'Envald qu'il avait aperçu au théâtre. Il s'aperçut également que l'adresse de livraison lui était totalement inconnue. Il jeta un dernier coup d'œil au cas où et quitta l'Assemblée de la Terre pour de bon avec de précieuses informations. Après concertation, les aventuriers décidèrent de se rendre à la forge d'Alan. Sur place, un forgeron les accueillit. Il s'agissait tout simplement d'Alan. Jules lui montra le bon de commande et réclama des explications. Alan s'absenta 2 secondes, le temps d'apporter une griffe d'Envald. Grindelwolf a passé une commande pour plusieurs armes. Il m'a demandé de fabriquer des griffes acérées en partant de ce modèle. J'imagine qu'il veut rendre sa pièce plus authentique, et tout ça me paraît bien dangereux si vous voulez mon avis. Et cette adresse, qu'est-ce que c'est? Grindelwolf m'a demandé de livrer ses armes dans une vieille baraque abandonnée. Il ne m'a pas dit pourquoi et franchement je m'en fiche. C'est une sacrée commande qu'il a passée, je n'allais pas cracher dessus. Les aventuriers se contentèrent de ces précisions. La journée se terminait, ils retournèrent au palais pour bien réfléchir à leur avancement et pour aller se reposer. Le lendemain, les aventuriers apprirent le décès de Federico Cotier. Ils prirent cette tragique nouvelle comme un aveu d'échec. Pas de quoi les décourager cependant. Ils se dirigèrent immédiatement vers cette fameuse maison abandonnée. Sur place, ils découvrirent une demeure tout simplement en ruine. À l'intérieur, rien de probant si ce n'est une cape noire. Ils devinèrent qu'elle provenait d'un costume théâtral de Griffon. Ils emportèrent la cape avant de quitter les lieux pour se rendre à l'orphelinat. À l'orphelinat, Jules s'adressa à l'accueil et demanda à rencontrer Bran. Ce dernier se présenta quelques minutes plus tard. « Que faisais-tu comme travail pour Stanislas ?» lui demanda Benarvel. « J'étais son apprenti. Il me faisait faire toutes les corvées. Je le détestais. C'était un véritable tyran. Il voulait interdire l'élevage d'animaux de ses concurrents et lui, il continue à massacrer du poisson. Ça n'a aucun sens. Stanislas méritait d'être massacré par un griffon. C'est un juste retour des choses. » « Est-ce que tu connais Grindelwolf ?» lui demanda Bruno. « Je suis l'un de ses plus grands fans. Il est absolument génial pour l'avoir rencontré en vrai. Et j'adore aller voir ses pièces de théâtre. »« Tu as rencontré Grindelwolf ? Il ne t'aurait pas offert un costume de griffon par hasard ?»« Non. Pourquoi ferait-il ça ? » ?»« Est-ce qu'on pourrait fouiller ta chambre ?» demanda Jules. « Ben non. » La responsable de l'orphelinat s'approcha. « Vous ne faites pas partie de la garde. En conséquence, vous n'avez aucun droit de fouiller les chambres des orphelins. »« Écoutez, madame, dit Bruno. Nous sommes mandatés par le comte Wavrin qui nous a ordonné d'enquêter sur la mort de Stanislas. Nous avons besoin de fouiller la chambre de Bran car il est peut-être en danger lui aussi. » Bon, très bien. Je vous y autorise. La responsable emmena les aventuriers jusqu'à la chambre de Bran malgré les protestations du jeune homme qui, dépité, s'en alla. Pendant leur fouille, la responsable raconta que Bran était un garçon turbulent et qu'il avait pris la mauvaise habitude de fuir en pleine nuit avec quelques camarades de l'orphelinat. Elle ignorait où le petit groupe se rendait, mais il revenait toujours à l'aube. Les aventuriers qui ne trouvaient rien de particulier remercièrent la responsable de l'orphelinat. Jules eut alors une idée. Il prit un pull de Bran et l'emporta avec lui. Une fois que les aventuriers quittèrent l'orphelinat, Jules expliqua son idée. « J'ai piqué un pull de Bran. Je vais retourner au palais pour le faire sentir à Fenrir. Il pourra alors me guider jusqu'à lui grâce à son flair infaillible. Pendant ce temps-là, vous pourriez attendre que la nuit tombe et suivre Bran lorsqu'il quittera l'orphelinat. Vous suivrez jusqu'à sa destination. »« C'est une excellente idée, répondit Val. Mais une seule personne devrait attendre et filer Bran. Je m'en occuperai. Vous retournez au palais et allez chercher le chien. » Il en fut décidé ainsi. Jules, Vincent, Bruno et Ben retournèrent au palais. Val patienta quelque temps, planqué dans une ruelle. Aucun passant ne s'étonna de sa présence, puis Bran sortit. Le jeune garçon ne semblait pas méfiant. Il marchait dans la rue sans se douter que le chevalier du bailli n'était pas très loin derrière, en train de le suivre. Bran s'arrêta à la rencontre de 2 autres garçons. Ils discutèrent quelques minutes avant de repartir ensemble. Val reconnut rapidement la zone puisqu'il se trouvait maintenant dans le quartier pauvre. Puis il reconnut la maison abandonnée qu'ils avaient fouillée le matin même. C'est dans cette maison que Bran et ses 2 acolytes se rendirent. Val s'approcha discrètement d'une des fenêtres et aperçut 2 autres personnes.
Il y avait 5 adolescents dans cette maison. Tandis qu'il réfléchissait à une stratégie, il fut rejoint par Fenrir, puis Jules et le reste du groupe. « Alors, prononça Jules, est-il là ?»« Oui, mais il n'est pas seul. Il a 4 potes avec lui. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Vinsart. « On attend qu'il sorte ?» Les aventuriers patientèrent, mais de dehors, ils ne virent pas grand-chose, et comme ils n'entendirent rien non plus, ils changèrent de stratégie. « Nous devrions entrer. »« Oui, mais discrètement. »« Discrètement, ou alors une entrée fracassante qui pourrait les surprendre. »« Moi, je pense, dit Val, qu'il faudrait entrer en toute discrétion, mais avec une forte brutalité. » Finalement, il fut décidé d'entrer avec discrétion. Ils parvinrent à ouvrir la porte sans un bruit et à se faufiler de quelques mètres, suffisamment pour entendre Bran proclamer un discours. « Mes chers frères, ce soir nous allons à nouveau répandre le sang. Nous allons de nouveau répandre la peur et la haine contre ces griffons, ces créatures du mal qui viennent pourrir notre si riche ville. Et nous rendrons fiers notre maître Grindelwald lorsque nous aurons massacré Wavrin et sa famille. Et alors... y a des mecs qui nous observent !» Les aventuriers furent repérés par l'un des orphelins. Ces derniers se précipitèrent et dégainèrent tous les 5 leur griffe d'Envald. Tandis que Bran se dirigea vers Bruno, les autres attaquèrent chacun un aventurier. Mais lorsque Val brandit son épée, l'orphelin lui faisant face prit peur et rejoignit Bran. Tout comme l'orphelin qui s'en était pris à Ben Arvel. L'elfe avait tout simplement convaincu que Bruno était plus costaud et qu'il valait mieux l'attaquer à 2. Bruno se retrouva alors avec 3 ennemis. De son côté, Jules n'eut aucune difficulté pour attraper par la gorge son adversaire. Voyant Bruno dans la panade, il jeta son ennemi contre le groupe qui s'effondra par terre. Après avoir observé la scène, Vinsart tenta de convaincre son adversaire qu'il pouvait se transformer en monstre surpuissant si jamais il l'attaquait. Mais l'orphelin n'était pas dupe. Vinsart avait prévu le coup. C'était une simple diversion pour empoigner une flèche de son carquois et l'enfoncer dans le pancréas du jeune homme. « Ah !» hurla l'orphelin. De son côté, Bruno se releva péniblement, tout comme ses 4 adversaires qui lui faisaient face. « Arrêtez! Ne m'attaquez pas! Vous êtes manipulés par ces gens-là! Retournez-les voir et attaquez-les !»« Je le reconnais, dit l'un des orphelins. C'est l'épicier du marché. »« Mais qu'est-ce qu'il fout là? Laissons-le, allons taper les autres !» Tandis que le groupe se rapprocha des 4 aventuriers, Ben Arvel explosa l'un d'eux avec sa magie. Les gerbes de sang se répandirent dans toute la pièce et aveuglèrent les 3 orphelins restants. Tandis qu'il s'essuyait les yeux, Val frappa d'un coup de tête le plus proche, ce qui le projeta en direction de Vinsart qui avait déjà un autre orphelin sur le dos. Bellenin se débarrassa de ce dernier par une ingénieuse feinte. « Oh Stanislas, tu es vivant !» hurla-t-il en regardant la porte d'entrée. Tout le monde fut surpris et regarda en direction de la porte, y compris l'orphelin que Vinsart tua d'un coup d'épée bien placé dans le ventre. Bran, lui aussi, s'était tourné vers la porte. Comprenant plus rapidement la feinte du nain, Jules saisit l'opportunité pour attraper le garçon et l'immobiliser par une clé de bras. 3 orphelins morts et Bran neutralisé, il ne restait plus qu'un ennemi qui tournait le dos à Bruno. Ce dernier saisit l'occasion pour lui infliger un violent coup de maillet en caoutchouc sur le crâne. L'orphelin fut plus surpris que blessé et se retourna vers Bruno qui avait basculé en arrière suite au rebond caoutchouteux de son maillet. Spectateur de la scène, Ben Arvel explosa de rire. Val attrapa l'orphelin et lui ordonna de se calmer immédiatement. « Non, jamais !» déclara-t-il en se débattant. L'orphelin parvint à s'échapper de l'emprise de Val, mais Vinsart lui envoya une énorme glaire du plus profond de ses amygdales, ce qui aveugla à nouveau le garçon. Ben Arvel se calma. Bruno saisit à nouveau l'opportunité pour asséner un second coup de maillet sur le crâne de l'orphelin. Le coup le projeta violemment en arrière au point qu'il en trébucha par terre, tandis que sa victime restait stoïque. Ben Arvel explosa de rire de nouveau. Val voulait maintenant en finir. Il brandit son épée et coupa la tête de l'orphelin. Bran, qui assista bien évidemment à la scène, hurla de toutes ses forces et tenta de s'extirper de l'emprise de Jules qui ne bougea pas. Les aventuriers attendirent que Bran se calme. Pendant ce temps-là, Bruno avait trouvé un balai qui traînait dans un coin de la pièce. Il en profita pour faire un brin de ménage dans la maison abandonnée, histoire de respecter l'endroit. Il récupéra au passage une griffe d'Envald, tout comme Val, Jules et Vinsart. Une fois que Bran était calmé, ils l'attachèrent. Ils avaient maintenant toutes les preuves qui accablaient Grindelwald. Les aventuriers ne perdirent pas de temps et s'empressèrent de rejoindre le palais afin d'alerter Wavrin. Évidemment, en pleine nuit, le comte dormait. 2 gardes surveillaient sa chambre et refusèrent catégoriquement de les laisser entrer. Ne voulant pas perdre davantage de temps, Ben Arvel sortit un parchemin de glace et gela les 2 hommes. Le groupe pouvait ainsi entrer dans la chambre. À l'intérieur, Wavrin se réveilla en sursaut et légèrement irrité. Jules l'informa alors de la situation. Il montra également les griffes et la commande de la forge de comme preuve. Wavrin se laissa convaincre. Il s'habilla rapidement et alerta la garde.
Puis, entouré de ses commandants, il organisa plusieurs escouades qui devaient fouiller le théâtre, l'Assemblée de la Terre et toutes les tavernes, auberges et lieux fréquentés par Rindenwolf. Les aventuriers, eux, patientèrent calmement dans les appartements de Wavrin. Ils en profitèrent notamment pour se restaurer en profitant d'un repas bien mérité. Une première escouade rentra bredouille. Plusieurs dizaines de minutes plus tard, une deuxième escouade revint avec un homme. Mais les soldats s'étaient trompés. Il s'agissait d'un homme ressemblant à Rindenwolf, mais ce n'était pas Rindenwolf. Vinsart prit la parole. « Vous allez me fouiller le lieu d'habitation de Rindenwolf et tous les endroits où il pourrait potentiellement y être !» Dans l'incompréhension, les soldats se regardèrent puis se tournèrent vers Wavrin qui répondit au nain. « C'est-à-dire que c'est exactement ce que je leur ai ordonné il y a quelques heures. » Après un moment de flottement, Vinsart s'énerva. « Vous y retournez, vous vous dépêchez, vous ramenez un truc, dit-il en tapant du poing sur la table. Benarvel s'adressa à Wavrin pour lui demander de fermer toutes les sorties de la ville, mais le comte avait déjà pris les devants. Après avoir renvoyé l'escouade à ses recherches, les aventuriers et Wavrin patientèrent de nouveau. Puis Jules eut une idée. Il demanda à Wavrin qu'on ordonne de ramener un vêtement de Rindenwolf pour le faire sentir à Fenrir, qui serait en mesure de pister l'odeur. Wavrin chargea l'un de ses gardes de la commission. Puis finalement, un soldat se présenta et déclara que son escouade ne parvenait pas à rentrer dans le théâtre qui demeurait solidement fermé. Les aventuriers décidèrent de s'y rendre pour régler le problème eux-mêmes. Avant de partir, ils embarquèrent chacun un poulet rôti, au cas où. Sur place, ils constatèrent effectivement que le théâtre était bel et bien fermé. « On fout le feu !» lança Jules. « C'est peut-être un peu extrême, non ?» répondit Ben, pas convaincu par l'idée. « Comme ça, on le fera sortir ce Rindenwolf !» réagit Vinsart. « Ou sinon, selon Val, il faut brûler Bruno et le mettre dans le théâtre. » Mais l'idée, jugée trop dangereuse, fut finalement abandonnée. En observant l'édifice, ils songèrent à l'escalader à l'aide des ornements dont il était garni. Mais au moment de désigner qui grimperait, aucun ne s'engagea. Alors, ils se tournèrent vers Bruno. Le stagiaire devait encore une fois prouver sa place dans l'équipe. Et devant l'insistance de ses camarades, il finit par céder à la requête. Il grimpa sans difficulté sur le mur, à l'aide des prises de fortune, et atteignit rapidement une fenêtre qu'il ouvrit facilement. Il se retrouva dans un couloir sombre et se dirigea vers les grands escaliers, ceux-là même qui menaient au grand hall du théâtre. Il devait atteindre la porte principale pour l'ouvrir à ses camarades, mais en voulant descendre, il s'aperçut que 2 personnes se tenaient, immobiles, au pied des marches. Il reconnut les visages de 2 comédiens du théâtre, à la différence près que leurs yeux extériorisaient une fumée verdâtre et luisante. Bruno se disait qu'il pouvait peut-être descendre en toute discrétion et sauter par-dessus la rambarde en contrebas, pour ne pas se faire voir. Mais il glissa sur une des premières marches et dégringola de l'intégralité de l'escalier. Encore à terre, il leva les yeux en direction des 2 comédiens qui l'observèrent. Leur regard était vide, sans vie. « Je suis venu ouvrir les portes du théâtre pour accueillir les spectateurs qui sont venus voir la pièce Les ailes de l'enfer. » Les 2 comédiens levèrent les mains armés de Grindelwald pour attaquer Bruno, ce qui le motiva à se relever et à remonter l'escalier à toute vitesse. Il traversa à nouveau le couloir dans le sens inverse et se jeta par la fenêtre. Il se tordit légèrement la cheville en retombant près de ses camarades, mais n'y prêta même pas attention tant il voulait les prévenir des 2 types inquiétants. « Et tu ne pouvais pas les dégommer, ces cons-là » s'emporta Benarvel. « Il nous aura au moins servi à quelque chose » répondit Jules. « Il nous a prévenus du danger. » « Bon, moi je propose qu'on défonce la porte » proposa Val. « Bah, avec quoi » s'interrogea Jules. « Avec le maillet en caoutchouc de Bruno » lança Vinsart. « Non, il nous faut un bélier » rétorqua Jules. « Alors on prend Bruno comme bélier » lança de nouveau Vinsart. Malgré ses protestations, l'épicier ne put se défendre lorsque Val et Jules l'attrapèrent, puis, aidés par Benarvel et Vinsart, Bruno eut à peine le temps de pointer son maillet en caoutchouc vers l'avant lorsqu'il percuta la porte qui s'ouvrit dans un vacarme. Ils se retrouvèrent face aux 2 comédiens que Bruno avait évoqués plus tôt. Comme d'un commun accord, Jules, Val, Ben et Vinsart lancèrent ensemble Bruno sur les 2 adversaires. Mais l'épicier virevolta entre les 2 sans même les effleurer et s'écrasa piteusement sur le sol un peu plus loin, sous le regard sans vie des comédiens qui se retournèrent vers les 4 aventuriers. Du moins les 3 aventuriers, puisque Vinsart en avait profité pour s'écarter du groupe afin de se faufiler dans leur dos et ainsi rejoindre Bruno. Fou de rage, le stagiaire attrapa le nain et le lança contre le comédien de gauche, puisque celui de droite venait de disparaître dans une explosion de fumée verdâtre suite au sort de Benarvel. Val en profita pour se rapprocher du dernier ennemi pour lui planter 2 de ses doigts dans ses 2 yeux.
Le comédien tenta de se défaire, mais l'attaque du chevalier était si soudaine et fulgurante qu'il explosa à son tour dans une fumée verdâtre. Les ennemis vaincus, les aventuriers se relevèrent mutuellement quand soudain, ils entendirent des applaudissements. Puis ils aperçurent Grindelwald jaillir de l'obscurité pour leur faire face. Waouh, waouh, waouh! Toutes mes félicitations! Vous avez résolu l'enquête! Waouh! Impressionnant, vraiment! Mais je n'ai jamais douté de vous. Vous êtes des aventuriers accomplis et réfléchis. Villers a énormément de chance de vous avoir. Vous avez même vaincu mes possédés. Vous avez remarqué leurs yeux luisants? C'est grâce à moi. Je les ai rendus à ma merci. Ils sont entièrement en ma possession. Ils font tout ce que je leur demande. C'est fou, non? Au moins, je m'assure qu'ils exécutent scrupuleusement mes ordres. C'est ce que j'aurais dû faire avec ces jeunes orphelins que vous avez massacrés. Je dois bien reconnaître qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance de résister à des guerriers tels que vous. C'est pourquoi je vous propose un nouveau défi. Grindelwald leva ses deux mains en l'air en jaillit de la fumée, puis de derrière lui apparurent 10 possédés qui accoururent immédiatement vers les aventuriers. Légèrement écarté du groupe et directement en première ligne, Bruno se précipita de rejoindre ses camarades. Benarvel tenta son sort d'altération de l'esprit sur Grindelwald pour le rendre hébété, mais le sorcier était bien trop malin. Il contra le sort et le renvoya directement sur Benarvel, frappé de plein fouet. Dit-il en gesticulant dans tous les sens. Tandis que l'elfe mage délirait complètement, Val lança son épée en pleine tête d'un ennemi qui s'évapora. Jules s'arma de son arc et dégomma 2 possédés. Tout comme Vinsart armé de sa griffe d'Envald, il récupéra au passage l'épée de Val et la renvoya à son propriétaire. Mais ce dernier préféra se battre avec le simple tranchant de sa main et parvint à tuer un ennemi. Déclara Benarvel qui délirait totalement. Encouragé par Bruno, Vinsart tenta d'amadouer les 4 ennemis restants en leur proposant son poulet rôti. Ils ignorèrent la requête en envoyant valser l'animal cuit. Le nain s'éloigna. Jules voulut prendre les choses en main et par les choses, il entendait Bruno. Mais l'épicier parvint à se défaire de l'emprise du dresseur et s'écarta. « Mais t'es malade, lui lança-t-il. Mais t'inquiète, fais-moi confiance. Jamais de la vie. Val va s'en occuper. » Effectivement, le chevalier se débarrassa de 2 ennemis d'un coup de griffe. Puis Vinsart s'équipa de son arbalète et décocha une flèche qui transperça les 2 derniers possédés qui lui faisaient face. Tous les ennemis étaient vaincus, mais après leur combat, ils constatèrent dans un premier temps que Grindelwald avait disparu, puis ils se tournèrent vers Benarvel qui essayait de marcher sur les mains, le pantalon sur la tête. Le pauvre était complètement gaga après avoir subi son propre sort, ce qui amusa énormément Val. Ha ha ha! Je vais essayer de lui piquer de la thune. Le chevalier tenta de chipper la bourse de l'elfe, mais ce dernier eut le réflexe inattendu de lui claquer la main avec violence. S'énerva Ben. Tu ne sais pas t'y prendre, lui dit Vinsart. Regarde-moi faire. Le nain tendit à son tour la main vers la bourse de Benarvel et ce dernier, trop occupé à se manger les doigts de pied, se laissa avoir. Vinsart ne piqua qu'une centaine de pièces d'or, prétextant que l'elfe ne s'en apercevra pas. En remettant en place la bourse, Vinsart récupéra une potion de santé de Benarvel. Les aventuriers immobilisèrent tant bien que mal leur compagnon pour le forcer à boire la mixture. Après un long moment, Benarvel retrouva peu à peu ses esprits. Il s'excusa auprès de ses camarades et expliqua avoir perdu l'esprit pendant le combat. Vinsart lui expliqua qu'il avait dû user d'une potion de soin pour le rétablir. L'elfe le remercia. Mais il ne s'était pas encore aperçu qu'il y manquait une centaine de pièces d'or dans sa bourse. Puis un énorme bruit se fit entendre de dehors. Les aventuriers rejoignirent la rue et découvrirent une immense colonne de fumée verte en direction de la place. Ils s'y précipitèrent. Sur place, ils découvrirent Grindelwald en lévitation au-dessus de la fontaine au centre de la place. Des centaines de soldats possédés l'entouraient. Les aventuriers ne pouvaient pas lutter contre toute cette armée. Heureusement, des soldats sains d'esprit vinrent leur prêter main forte. Les possédés engagèrent alors le combat tandis que Grindelwald prenait maintenant possession des griffons. Puis le sorcier invoqua la foudre qui s'abattit sur les soldats de Villers. Val, Benarvel, Vinsart et Jules tentèrent de se frayer un chemin tant bien que mal, tandis que Bruno restait en retrait. Mais des possédés leur firent face. Ils n'avaient pas d'autre choix que de les affronter quand ils s'aperçurent que les soldats alliés se retrouvèrent possédés tour à tour. Dans cette situation plus que critique, Vinsart lança désespérément son épée en direction de Grindelwald. L'épée survola le champ de bataille et fila à toute allure pour se loger en plein milieu du crâne du sorcier. Grindelwald ne vit pas le coup venir. Il ne ressentit aucune douleur lorsqu'il bascula en arrière, le corps s'écrasant contre le bord de la fenêtre puisqu'il mourut sur le coup. Et soudainement, la fumée disparut, et tous les soldats et griffons possédés disparurent également, sans laisser de traces.
Le calme revint très rapidement, laissant des soldats complètement sonnés et le groupe d'aventuriers stupéfaits. Villers était sauvé.